La science est la quête sans fin de l'humanité pour découvrir et comprendre le monde qui nous entoure. Mais il existe certaines choses dans ce monde que même les scientifiques les plus passionnés regrettent d'avoir découvert. De ce qui se cache dans les profondeurs de Tchernobyl à une sphère mystérieuse qui peut vous faire perdre des décennies de vie en un clin d'œil, eh bien, je pense qu'il est temps de prendre de l'eau bénite et de boucler votre ceinture, parce qu'on va découvrir les objets maudits que la science aurait dû laisser tranquilles. Une erreur d'une fraction de seconde. Au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine a largué 2 bombes atomiques baptisées Little Boy et Fat Man sur les villes japonaises d'Hiroshima et Nagasaki. Les ravages causés ont contraint le Japon à capituler, mais si le Japon n'avait pas capitulé, les États-Unis avaient une 3e bombe atomique en réserve. Toutefois, techniquement, seul le cœur radioactif de la bombe avait été construit. Une masse sous-critique de plutonium de 6,3 kg et d'environ 9 cm de diamètre. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le cœur de plutonium a été conservé au centre de recherche de Los Alamos à des fins d'essai. Il a été affectueusement surnommé Rufus. Cependant, peu après une série d'accidents mortels, il a été rebaptisé le cœur du démon. Comme il était destiné à être placé dans une bombe, le plutonium ne disposait que d'une marge très faible avant d'atteindre l'état supercritique. C'est à ce moment-là que la bombe aurait provoqué une réaction nucléaire en chaîne exponentielle. En termes plus simples, un énorme boom. Les scientifiques testaient le degré de proximité de la bombe avec l'état supercritique en abaissant une demi-coque de beryllium appelée tamper sur le cœur de plutonium. Le tamper réfléchissait les neutrons émis par le plutonium radioactif et les renvoyait vers le cœur, provoquant l'éjection d'autres neutrons des isotopes de plutonium. Comme dans un ping-pong nucléaire en fait. Ça entraînait une réaction nucléaire en chaîne de courte durée sur laquelle les physiciens pouvaient recueillir des données. Les règles de sécurité exigeaient l'insertion d'entretoises entre le tamper et le cœur. Cela ralentissait considérablement l'ensemble du processus. Mais si le tamper et le cœur entraient en contact complet, le plutonium deviendrait supercritique et il ne resterait plus de l'installation de Los Alamos qu'une seule marque noire au sol. Cependant, un scientifique téméraire, Louis Slotin, décida d'utiliser une méthode plus rapide et plus risquée. Il se débarrassa des entretoises et utilisa à la place son fidèle tournevis à tête plate pour le coincer entre le tamper et le cœur. Conscient du danger stupide que cela représentait, Louis a surnommé sa méthode « chatouiller la queue du dragon ». Bon, j'aime bien jouer au Buzzwire, mais il faut avoir des nerfs d'acier pour y jouer avec un cœur de plutonium. Louis avait confiance en sa méthode, peut-être même un peu trop, ce qui l'a conduit à commettre une erreur fatale. Le 21 mai 1946, Louis faisait la démonstration de sa méthode du tournevis à plusieurs autres scientifiques quand soudain, le tournevis a glissé. Tout le monde s'est figé alors qu'un flash bleu remplissait la pièce. Louis s'est empressé de retirer le tamper du cœur exposé, mais il était trop tard. En une fraction de seconde, entre le moment où le tamper a touché le cœur et celui où il s'est éloigné, on estime qu'un total de 3 quadrillions de réactions de fission ont eu lieu. C'était environ 1 million de fois moins puissant que les premières bombes atomiques, mais ça restait mortel. En un instant, sa vie s'était raccourcie de plusieurs décennies à quelques jours seulement. Cette action a libéré un intense rayonnement, des atomes ionisés hautement énergisés. Et ces atomes radioactifs peuvent détruire l'ADN comme un boulet de démolition. Notre ADN est donc constitué de chromosomes. Des milliards de blocs génétiques reliés entre eux par une chaîne avec des séquences précises pour coder ensemble les cellules qui composent notre corps. Mais les particules radioactives à haute énergie peuvent détruire ou altérer les liens qui forment notre ADN. Ça peut entraîner la dégradation des tissus ou des séquences d'ADN mutées qui provoquent la propagation des cellules cancéreuses. C'est la raison pour laquelle les radiations sont si dangereuses, elles corrompent notre corps à un niveau fondamental. Les scientifiques ont donc été transportés à l'hôpital d'urgence pour y être examinés. Heureusement, la plupart d'entre eux se trouvaient plus en retrait dans la pièce et ont reçu des doses de rayonnement moins élevées. Louis, quant à lui, se trouvait juste devant le cœur du réacteur. Pour remettre les choses en perspective, une dose mortelle de rayonnement est de 500 rem. Le corps entier de Louis a été exposé à une dose effrayante de 2100 rem. Un barrage de neutrons, de rayons gamma et de rayons X. Malheureusement, cette dose massive de rayonnement n'a pas donné à Louis les super pouvoirs dignes de Hulk. Au contraire, son corps a commencé à se détériorer. La main qui était la plus proche du cœur est devenue bleue et a développé d'énormes cloques. Son nombre de globules blancs a chuté et tout son système immunitaire a été détruit par les radiations. Louis est tombé dans le coma et est décédé 9 jours après l'incident. La mort de Louis était tragique, mais elle avait été étrangement annoncée. 9 mois auparavant, son collègue Harry Daghlian Jr. avait mené des expériences avec des blocs de carbure de tungstène sur le cœur de plutonium. Harry avait laissé tomber l'un des blocs et le cœur était brièvement devenu critique avant que le bloc ne soit rapidement écarté. Un mois plus tard, Harry mourut lui aussi d'une maladie aiguë due aux radiations.
Après avoir coûté 2 vies, les expériences sur le cœur démoniaque furent interdites. Les archives de Los Alamos indiquent que le cœur fut fondu et refondu en une nouvelle arme au cours de l'été 1946. Vérité ou serre? Dans de nombreux médias occidentaux, la Russie est décrite comme un pays rude, froid et glacial. Ce qui n'est pas surprenant puisque 65% de son territoire est recouvert de pergélisol. Comme son nom l'indique, le pergélisol est un sol gelé en permanence qui ne dégèle jamais, maintenu dans un état de congélation profonde par un climat de région dont la température est inférieure à 0 degré Celsius. Cependant, avec la hausse des températures dues au changement climatique, le paysage glacial de la Russie commence à dégeler. Et aujourd'hui, des choses étranges, parfois perdues sous la glace, sont lentement révélées. C'est le cas de la région de Yamal-Onenets, un coin reculé de Sibérie où 1200 rennes ont été retrouvés morts en 2016. Les autorités ont d'abord attribué la mort mystérieuse des rennes à une vague de chaleur qui avait frappé la région, les températures étant passées de 21,2 degrés Fahrenheit à 95 degrés Fahrenheit en moyenne. Mais ensuite, les habitants de la région ont commencé à tomber malades. 13 personnes ont été hospitalisées avec des ulcères noirs sur la peau. Quelqu'un avait-il réveillé une ancienne malédiction? Quel était cet étrange phénomène qui frappait la région? Eh bien, les scientifiques ont enfilé leur combinaison de protection et sont allés enquêter. Là, ils ont découvert un renne qui, curieusement, n'était pas mort récemment, mais était une carcasse gelée vieille de quelques 75 années. Elle était auparavant dissimulée sous le pergélisol, mais avait dégelé pendant la vague de chaleur, et les scientifiques étaient bien contents d'avoir leur combinaison de protection, car toucher cette carcasse, sans parler de respirer à proximité, aurait pu entraîner une infection mortelle. Il s'est avéré que ce renne zombie était infesté d'une bactérie mortelle connue sous le nom de Bacillus anthracis. Cette bactérie est naturellement présente dans le sol dans de nombreuses régions du monde de l'Amérique à l'Asie. Mais une fois qu'un organisme vivant est infecté, les spores de la bactérie se multiplient rapidement dans le corps et libèrent des toxines, provoquant une maladie grave dont vous avez probablement déjà entendu parler et que vous avez appris à craindre, l'anthrax. La gravité de l'infection dépend de la manière dont les spores pénètrent dans l'organisme. La voie d'entrée la plus courante est une petite coupure dans la peau, qui peut entraîner l'apparition de bosses rouges douloureuses et se transformant en plaies noires. Il s'agit toutefois de la forme la plus bénigne de l'infection. La consommation de viande insuffisamment cuite provenant d'un animal infecté peut propager les spores dans votre tractus intestinal, provoquant des vomissements sévères, de la fièvre et des douleurs abdominales. Cependant, la forme la plus mortelle de la maladie survient lorsque les spores sont inhalés. Sans traitement, l'anthrax par inhalation a un taux de mortalité alarmant de 85%. Les spores colonisent rapidement vos poumons, provoquant des symptômes grippaux suivis de douleurs thoraciques et de difficultés respiratoires. Et comme une malédiction ancienne, les spores de l'anthrax peuvent rester longtemps en sommeil dans l'environnement. Elles restent dormantes même dans des températures glaciales du pergélisol sibérien pendant 105 ans. Bien que les cristaux et le sel permettent pas de conjurer cette malédiction de l'anthrax, les vaccins sont efficaces et sont administrés chaque année à la population locale des serres. Au moins ça signifie que le Père Noël est en sécurité, du moins pour l'instant. Cratère maudit. Aujourd'hui, les épidémies d'anthrax disparues depuis longtemps ne sont plus la seule chose qui effraie les scientifiques dans le pergélisol sibérien. Des choses encore plus étranges sont mises au jour, comme ces cratères colossaux qui ont commencé à apparaître de nulle part. Ce trou géant a été découvert par un hélicoptère survolant la péninsule de Yamal en 2014, apparu comme par magie, ou plutôt comme sorti de terre un jour. Le cratère mesurait 20 mètres de large et 52 mètres de profondeur. Outre sa taille impressionnante, il a déconcerté les scientifiques qui étudiaient le pergélisol sibérien depuis des décennies et n'avaient jamais rien vu de tel. Des cratères comme celui-ci n'apparaissent pas comme ça. Alors quelque chose avait-il explosé hors de ce trou infernal? Une bombe? Un démon? Une nouvelle souche super puissante d'anthrax? Lorsque les scientifiques ont examiné la zone, ils ont constaté que les plantes entourant le trou avaient été incinérées, leurs racines exposées portant des traces de brûlure. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le résultat d'un feu infernal. Les scientifiques ont plutôt déduit qu'il s'agissait d'une explosion de méthane. Il s'avère que cette grande étendue de pergélisol est également une gigantesque réservoir de gaz naturel. Cependant, en raison du changement climatique, la calotte glaciaire du pergélisol fond progressivement et ce méthane remonte à la surface de manière explosive. Espérons que le pergélisol sibérien ne fondra pas davantage, car entre les épidémies mortelles et les explosions volatiles, la prochaine chose qui pourrait être libérée serait une malédiction apocalyptique. Bon, entre un noyau démoniaque, un virus zombie et des trous infernaux, lequel vous fait le plus peur pour l'instant? Pour le noyau, cliquez sur j'aime, et pour le virus, cliquez sur s'abonner. Et les trous infernaux, cliquez sur les deux. C'est fait? Super, alors quelles horreurs allons-nous découvrir ensuite? Le diable dans les détails. En 1697, un violent incendie s'est déclaré dans la bibliothèque royale suédoise à Stockholm.
De nombreux manuscrits précieux ont été détruits par les flammes, mais un gros ouvrage médiéval a été miraculeusement sauvé du feu. Mais c'est peut-être parce qu'il avait un rapport avec cet incendie infernal, car cet objet maudit est connu sous le nom de Bible du diable. Son nom officiel est Codex Gigas, qui signifie livre géant en latin, un nom qui lui va bien puisqu'il s'agit d'un manuscrit massif de 91 cm de long, 51 cm de large et de 22 cm d'épaisseur. Il est composé de 310 pages de vélin, c'est-à-dire de la peau d'animal séché. On dit que la fabrication du Codex Gigas a nécessité la peau de 160 ânes, mais je plains davantage le bibliothécaire qui devait transporter ce livre car il pèse pas moins de 75 kg. Si le bibliothécaire mesurait 1,78 m, cela aurait probablement pu équilibrer le Codex Gigas sur la balance. Néanmoins, l'aspect le plus maudit de ce livre médiéval est ce qu'il se cache à la page 290. On y trouve, dans les moindres détails, un portrait du diable lui-même qui occupe toute la page. Il contraste avec la page opposée qui représente le royaume des cieux. Les deux pages symbolisant la bataille entre le bien et le mal. Cependant, de manière effrayante, la page du portrait du diable est d'une teinte plus sombre que le reste du livre. Cela s'explique par le fait que le vélin réagit à la lumière ultraviolette et bronze. Une page plus sombre signifie qu'elle a été fréquemment exposée à la lumière. Ainsi, pendant plus de 300 ans, les gens ont regardé le diable plus que toute autre page. C'est une curiosité morbide s'il en est. On pense aujourd'hui que ce livre est l'œuvre d'un seul scribe, Hermann le Reclus. La légende raconte que ce moine rebelle a été condamné à être enterré vivant dans des murs du monastère. Mais en échange de sa vie, il a promis à l'abbé qu'il écrirait un livre résumant toutes les connaissances humaines en une seule nuit. Une tâche impossible en soi. Les scientifiques ont estimé que la quantité d'écriture contenue dans le codex aurait nécessité 5 ans de travail à raison de 6 heures par jour, 6 jours par semaine. Et cela, sans tenir compte de l'emploi du temps strict d'un moine qui consacre du temps aux prières quotidiennes, aux tâches ménagères et aux repas. Ce qui signifie qu'il est impossible qu'un moine ait pu terminer ce livre en moins de 20 ans. Cependant, tout au long du manuscrit, l'écriture reste étrangement la même. Les courbes et les traits de l'écriture changent naturellement avec l'âge, l'humeur et la maladie. Imaginez que vous commenciez à rédiger un essai à la main aujourd'hui et que vous continuiez à l'écrire pendant 20 ans. Votre écriture serait méconnaissable à la fin, tout comme votre main. Et pourtant, malgré la science, tout au long du livre du diable, l'écriture d'Hermann reste étrangement la même, comme s'il l'avait écrit en une seule nuit. La légende raconte qu'Hermann a vendu son âme au diable en échange de la réalisation du Codex Gigas. Bien qu'aucune explication viable n'ait encore été trouvée par les scientifiques, je pense qu'il est prudent de dire que personne ne devrait toucher à ce livre, à moins de vouloir conclure un pacte avec le diable. La peur du rappeur. Pour la star du hip-hop Post Malone, 2018 a été une année vraiment terrible. En août, son jet privé a fait un atterrissage forcé sur la piste. Quelques jours plus tard, son ancienne maison a été envahie par des voleurs armés. Et seulement une semaine après ça, le rappeur a été impliqué dans un accident de voiture. Certains ont parlé de simple malchance, mais d'autres ont prétendu qu'il s'agissait d'une malédiction. 2 mois auparavant, Post avait été en contact étroit avec la boîte d'Aebuk, largement diffusée sur internet comme l'objet le plus hanté du monde. Cette vieille armoire à vin serait habitée par Dybbuk, un esprit tordu et cruel issu de la mythologie juive. Pour contenir l'esprit, le schéma, une prière considérée comme l'une des plus importantes du judaïsme est gravée dans le bois à l'arrière de la boîte. La boîte elle-même a attiré l'attention du monde entier pour la première fois en 2003, lorsque le marchand de meubles Kevin Manis a mis en vente ce meuble à vin occulte sur eBay. Dans la longue description accompagnant l'objet hanté, il explique avoir acheté le meuble à la petite fille d'un réfugié juif récemment décédé qui avait fui la Pologne occupée par les Allemands. Suite à cela, Internet s'est passionné pour ce meuble potentiellement possédé, mais même la science n'a pas été en mesure d'expliquer la série de malheurs qui, selon Kevin, s'abattraient sur tous ceux qui avaient possédé le meuble. Mais il faut parler de Kevin. Comme vous pouvez le constater, Kevin Manis a également une formation en publicité et une grande passion pour l'écriture de fiction. Lorsqu'il a été interrogé à ce sujet lors d'une interview en 2021, Kevin a avoué que la boîte Dybbuk était un canular. L'histoire effrayante et les phénomènes paranormaux rapportés étaient tous le fruit de l'imagination de Kevin. Au moins les scientifiques peuvent se détendre à propos de cet objet soi-disant maudit, car il s'agit d'un faux. Il semblerait donc que 2018 ait simplement été une année très malchanceuse pour Post Malone. Enfin, mis à part l'album 5 fois disque de platine qu'il a sorti cette année-là et qui a battu tous les records. Je suppose que l'univers doit trouver un équilibre d'une manière ou d'une autre, non ? Le selfie le plus meurtrier au monde. Le 26 avril 1986, les opérateurs de la centrale effectuent une vérification de routine sur le réacteur 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Ils prévoyaient de tester les systèmes électriques et ont coupé des systèmes de refroidissement essentiels afin qu'ils n'interfèrent pas avec le test, enfreignant ainsi les règles de sécurité. Ça a entraîné une surtension catastrophique et le réacteur 4 a explosé.
Le cœur du réacteur a fondu. La chaleur était telle que le réacteur nucléaire lui-même a littéralement commencé à brûler à travers le sol. Les employés de la centrale se sont précipités pour arrêter le réacteur qui commençait à projeter des morceaux de matière radioactive dans l'atmosphère. Pendant ce temps, les habitants de la ville voisine de Pripyat ont dû être évacués, mais ce n'est que 6 mois après l'explosion, lorsqu'une équipe d'urgence est revenue sur place, qu'ils ont découvert le déchet le plus dangereux au monde. L'équipe a réussi à accéder à un couloir de vapeur situé sous le réacteur 4. Lorsqu'ils y sont entrés, leurs compteurs GGR ont commencé à crépiter bruyamment, les avertissant de ne pas s'approcher d'une énorme masse située au bout du couloir. À l'aide d'une caméra à distance improvisée, ils ont mesuré que la masse mesurait 2 mètres de large, ce qui signifiait qu'elle pesait au moins 100 tonnes. Elle émettait également 10 000 roentgens par heure, soit l'équivalent de plus de 4,5 millions de radiographies thoraciques. Il suffisait de rester à côté pendant 2 minutes pour être exposé à une dose mortelle de radiation. Elle a été baptisée Elephant's Foot, le pied d'éléphant, un nom qui décrit bien l'aspect craquelé et ridé de la boue de corium. Le corium est un matériau semblable à de la lave, résultant de la combustion du réacteur à travers le sol en béton. Il est composé de barres de contrôle en graphite fondu, de combustible nucléaire et de béton fondu. Pour atteindre son emplacement, ces boues radioactives ont brûlé au moins 2 mètres de béton armé et 10 ans plus tard, il était toujours mortel de s'en approcher. Mais un inspecteur nucléaire connu sous le nom d'Arthur Korniev a tenté de conquérir le pied d'éléphant depuis sa découverte. Il est revenu à plusieurs reprises pour photographier la bête malgré le danger radioactif. La photo la plus célèbre de la patte d'éléphant est le selfie d'Arthur lui-même pris avec une vitesse d'obturation lente. Vous pouvez voir sa silhouette en mouvement dans le cadre ici même. Cependant, la texture granuleuse de la photo n'est pas due à un filtre effrayant, c'est plutôt l'effet de la radiation qui déforme le film lui-même. Et si tel est l'effet sur le film, vous pouvez imaginer l'impact sur l'ADN d'Arthur. Mais incroyablement, Arthur est toujours en vie. Le pied d'éléphant est un objet véritablement maudit. Un simple contact avec ce tas de déchets radioactifs suffit à déformer votre ADN au point de vous envoyer directement à l'hôpital. Oubliez les scientifiques, j'ai peur de cette chose. Hollywood Haunting. Hollywood ressemble rarement à la vie réelle. En fait, la plupart des films basés sur une histoire vraie sont des œuvres de fiction totalement exagérées. Cependant, en ce qui concerne la franchise de Conjuring, il s'avère que l'histoire réelle est beaucoup plus effrayante que les nombreux sursauts du film. Croyez-le ou non, le film d'horreur Annabelle est basé sur l'histoire d'une poupée démoniaque réelle. La véritable poupée Raggedy Ann a été offerte à une jeune femme infirmière nommée Donna en 1970. Mais une fois chez elle, la poupée semblait bouger toute seule. Elle était sans cesse retrouvée à des endroits différents de celui où elle avait été placée. Peu après, le petit ami de Donna a déclaré avoir mystérieusement reçu des marques de griffes rouges sur la poitrine durant la nuit. Suite à ça, les célèbres démonologues Elizabeth et Ed Warren ont été consultés sur l'affaire. Les Warren ont conclu que la capacité de la poupée à se téléporter ainsi que la marque de la bête sur la poitrine du petit ami de Donna étaient des signes évidents d'une possession démoniaque. Les Warren ont enfermé la poupée dans une vitrine spécialement conçue à cet effet et récité régulièrement le Notre Père pour contenir le démon. Une histoire sinistre certes, mais les sceptiques parmi vous se demandent peut-être déjà dans quelle mesure elle est vraie. Après tout, la démonologie peut difficilement être qualifiée de science. D'ailleurs, aucun scientifique n'a eu le courage d'emmener la poupée Annabelle dans un laboratoire pour la tester. Mars Attack. Vous voyez cette fiole? Pouvez-vous deviner ce qu'elle contient? Il y a environ 4 ans, une rumeur virale s'est répandue sur Internet selon laquelle les scientifiques craignaient cette substance plus que tout autre. Selon cette rumeur, il suffirait d'entrer en contact avec seulement 0,02 g de cette substance pour mourir instantanément. Alors qu'est-ce qui est si mortel pour être conservé dans une fiole et scellé dans un cube en plastique hermétique? Un gaz toxique? Un acide super puissant? La sauce piquante ultime? En réalité, il s'agit de 0,02 g de météorite Zagami, un minuscule fragment de la plus grande météorite martienne jamais tombée sur Terre. Quant à la rumeur selon laquelle il s'agirait de la substance la plus mortelle au monde, il s'agit là encore d'un mensonge propagé sur Internet. Il n'y a rien de mortel à toucher cette météorite, à moins bien sûr que vous ne soyez touché par une autre qui vous arrive de l'espace à une vitesse vertigineuse de 70 km par seconde. Eh bien, lorsqu'elles sont pas en passe de vous transformer en tête crêpe, les météorites sont en moyenne moins radioactives que les roches terrestres classiques. Il semble donc que les scientifiques seront ravis de manipuler cet objet pour une fois. Mais si vous voulez savoir quelles substances sont vraiment mortelles à des doses inférieures à 0,02 g, regardez ma vidéo sur le sujet, vous aurez vraiment de quoi avoir peur. Gaz à effet. Toutes les momies ne sont pas bandées, d'autres se trouvent dans des rayons des surgelés, comme cette momie glacée également connue sous le nom d'Otzi, l'homme des glaces.
Vieux de plus de 5300 ans, le corps de cet homme préhistorique a été lyophilisé dans les Alpes italiennes, ce qui a empêché sa décomposition. Par la suite, un glacier a enseveli le corps pendant plus de 5 millénaires. Cependant, en 91, un été exceptionnellement chaud a fait fondre la glace et a exposé les restes d'Ötzi, qui ont été découverts par 2 randonneurs passant dans la région. Mais les randonneurs allaient bientôt regretter d'avoir réveillé Ötzi. Après sa découverte, une malédiction semblait s'abattre sur tous ceux qui tentaient d'en savoir plus à son sujet. Tout d'abord, Rainer N., le chef de l'équipe médico-légale chargée d'examiner Ötzi, est mort subitement après avoir soulevé le cadavre à main nue pour le placer dans un sac mortuaire. L'année suivante, N a été mortellement blessé dans un accident de voiture alors qu'il se rendait à une conférence sur Ötzi. Au début, personne n'y a prêté attention, mais ensuite, le guide alpin Kurt Fritz avait conduit le docteur N jusqu'au reste de la Moby glacée, a péri dans une avalanche. Entre-temps, Helmut Simon, l'un des randonneurs qui avait initialement découvert Ötzi, est tombé lors d'une tempête de neige en 2004 et n'a pas survécu. Plus effrayant encore, le journaliste qui avait filmé le retrait d'Ötzi de la montagne, Rainer Höll, est décédé d'une tumeur au cerveau quelques mois après avoir sorti son documentaire sur l'homme des glaces. Le nombre de victimes ne cessait d'augmenter, mais ça ne s'est pas arrêté là. En 2005, l'archéologue Konrad Spindler, qui avait été le premier à examiner les restes d'Ötzi, est décédé des suites des complications médicales. La malédiction d'Ötzi a ensuite fait une dernière victime. Le docteur Tom Loy était sur le point de terminer un livre résumant ses découvertes sur Ötzi lorsqu'il a été retrouvé mort dans son appartement. Il semble que dès que quelqu'un découvre quelque chose sur cette momie des glaces, la malédiction le frappe. Mais il est facile de voir des schémas récurrents quand on fait les recherches. En effet, malgré cette série de coïncidences effrayantes, de nombreux autres journalistes et archéologues ont étudié les restes d'Ötzi et sont toujours là pour raconter l'histoire aujourd'hui. Ötzi repose désormais dans une chambre froide au musée archéologue du Tyrol du Sud à Bolzano en Italie, et aucune autre victime de la malédiction n'a été signalée. C'est peut-être parce qu'Ötzi est heureux d'être de retour dans son glacier. Selon vous, quel était l'objet le plus maudit? Et quel est celui que vous auriez le plus peur de toucher? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.